Tu te fais passer pour un ami de quelqu'un, tu ne sais même pas qui va être le boss final. Tout à fait, tout à fait. Je me suis senti très con. Vous pensiez avoir affaire à des moutons, mais en fait, vous êtes attaqué à des lions. Des lions, oui. Je disais, vas-y, écarte les cuisses. Hop, le nain passe. Vas-y, maintenant tu refermes les cuisses. Maintenant, le problème, c'est la deuxième disparition de Foria. Voilà. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, bienvenue de retour dans l'histoire au coin du D20. Ah oui, ils sont bien tes nouveaux micro-cravates, je vois que ça marche bien. Alors oui, nouveau matériel, vu que les micro-cravates nous ont acheté la dernière fois, donc j'en ai commandé un nouveau, parce qu'ils m'ont renvoyé un truc depuis la Chine, mais ils m'ont envoyé le matériel nouvelle version Pro, que c'était pas ce que j'avais avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout recommandé en version Pro, donc normalement on devrait avoir quelque chose de bien. Mais ça, on verra au montage, ce sera la petite surprise. Voilà, et donc bienvenue dans Zone Geek où on parle d'équipements audio pour enregistrer des belles émissions sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a une émission, quelque chose geek, qui parle d'équipements audio quelque part. Ah bah tout à fait. Moralité. Aujourd'hui, nous allons continuer les histoires de Shadows and Dragons. Shadows and Dragons. Et arrête de regarder ta voix parce qu'il passe directement. Mais c'est toi qui regardes les voix. Moi, je regarde les voyeurs. Les voyeurs. Parce que quand tu regardes le voyeur te regarde en retour. Exactement. Petite auto-promo avant. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au Tipeee. C'est vraiment, donc vous aurez tous vos noms à la fin de la vidéo. Et bien, ceux qui veulent, n'hésitez pas, juste pour 1 €, vous faites partie des voyeurs spéciaux. Les voyeurs de luxe. Les voyeurs de luxe, exactement. Oui. Et voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment autre chose à présenter au début, à part la bière du jour. La bière du jour, hein, qui est une qu'on ne connaît pas, qui s'appelle la Vinum, avec un magnifique homme bête sur la bouteille. Et que je m'en vais ouvrir avec un magnifique décapsuleur, histoire au coin du D20. Bien sûr, tout à fait. Je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il va y avoir une solution pour éventuellement les vendre en ligne. Je pense que si jamais je ferais ça, je les vendrais par vague. À un moment, je ferai une petite vidéo pour dire, voilà, il y en a 200 à vendre, qui les veut, et je ferai comme ça un envoi global d'un coup, parce que je ne peux pas faire un magasin permanent. Et donc, santé. Santé, Jérémy. J'ai jamais goûté, à part ça. À cette bière. Je dis oui. Elle est vachement bonne. Je dis oui. Elle est vachement bonne. Et donc, mon cher Gilus, parce que c'est toi qui gères le bousin, parce que moi, je sais plus où on en était, en fait, dans Shadow and Dragons, qui est notre l'adaptation de Gilus de Shadowrun avec des règles de Donjons et Dragons. Eh bien, la dernière vidéo s'est terminée sur l'enlèvement de Foria. C'était très bien passé. Tout à fait. Et donc, nous allons pouvoir recommencer au moment, dans la voiture, où elle se réveille. Je pense pas qu'on ait d'autres présentations à faire. Vraiment, comme là, c'est une vidéo qui arrive assez vite par rapport à la dernière, on va pas représenter tous les personnages. Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, commencez par la vidéo précédente. Et si vous voulez en savoir encore plus, commencez par la première vidéo Shadows and Dragons. Et si vous voulez en savoir encore plus, regardez tout Histoire au coin du D20 depuis le début grâce à la playlist. Évidemment. Et donc, nous reprenons notre histoire. Juste vite fait, les 5 personnages. Nous avons Hannibal. Hannibal, je suis un informaticien. Fais le tour des... Parce que je sens que j'ai beaucoup parlé, parce que le maître de jeu se vient toujours du scénario, présente les personnages. Le chaman humain de Florian, que moi j'appelle Gelon, mais je pense que j'ai jamais prononcé. Et moi j'ai toujours dit Gelon aussi, donc... Voilà, ou Guélon, ou Guélon, ou Golon. Qui est un chaman humain. Nous avons Doc Goulash, qui est un orc doc des rues. Nous avons Rebecca, qui est une trollesse samouraï des rues. Et nous avons Kilian. Kiliam Je crois que c'est comme Gilliam, mais il voulait changer juste une lettre. Ah, c'est Kiliam alors. Kiliam, qui est un espèce d'assassin elfe, mais qui est aussi notre chauffeur. Tout à fait. Et qui est aussi un bon informaticien. À nouveau, donc, on joue à un scénario Shadowrun, mais avec des règles qui sont, pour 3/4, les règles de Donjons et Dragons. Et c'est un truc que j'ai fait à la base un petit peu comme ça pour tester. Et au final, ça nous plaît bien.
Ouais. Même si il ne faut pas adapter Donjons et Dragons à toutes les sauces. D'ailleurs, j'évalue d'autres options pour d'autres jeux de rôle. On en parlera une autre fois. Vous veniez d'enlever la Star Euphoria, donc résumé du scénario précédent. Bah, en gros, notre bande de clampins, puisque c'est ça que nous sommes, une bande de clampins, nous sommes engagés pour kidnapper une starlette de la télé, enfin, c'est même plus la télé dans Shadowrun. Alors, il y a la Tridéo, qui est une espèce de télé holographique, mais elle, c'est surtout une star du SimSense. Voilà. Et donc, c'est des médias où on enregistre carrément toutes les sensations des stars. Et donc, si vous voulez, vous aussi, avoir la sensation d'être Iron Man, eh bien, vous pouvez vous plonger votre esprit qui est branché cybernétiquement à la perception de l'acteur qui a joué Iron Man. Voilà. Et donc, Euphoria, la petite starlette, doit faire un shooting pour un nouveau produit alimentaire qui s'appelle la gelée d'ambre, Tout à si fait. je ne me trompe pas. Et nous devons faire capoter cet enregistrement de la gelée d'ambre, enfin pour la gelée d'ambre. Et pour l'instant, tout se passe bien. Nous l'avons intercepté. Le reste c'est Mega Media, je sais plus. Donc, Euphoria travaille en tant que star pour Mega Media, qui louait les services d'Euphoria à Strice Food, qui sont les fabricants de la gelée d'ambre. Voilà. Enfin, bref, tous ces gens ne savent pas où elle est. On l'a kidnappée. Et notre mission, c'est de la tenir cachée pendant 3 jours dans un appartement qui nous a été fourni par le commanditaire. Alors déjà, on était très dubitatif quant à cette planque qu'on nous impose. Et mais bon, moi j'avais déjà mis des caméras partout, on s'organise un petit peu. On lui raconte de gros bobards. Alors très bien, très bonne idée de la part de Florian, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Euphoria n'a pas assisté à son enlèvement parce qu'elle était endormie dès le début de la confrontation. Et ce qui se fait que quand elle se réveille, la première chose que fait Gelon, donc qui est le chaman urbain qui suit Coyote, donc qui a un petit peu des sorts de fourbe, eh bien il se transforme. Il utilise déguisement pour prendre l'apparence de son vrai garde du corps. Oui, et du coup, il lui dit, oui, écoute, t'es en grand danger, je te confie à ces gens-là, tu dois faire tout ce qu'ils te disent de faire. Et ça fonctionne. Alors, avantage, c'est qu'elle est vraiment rassurée et elle vous écoute. Désavantage, vous êtes ses employés, à ses yeux. Et donc, elle va évidemment vous faire un petit peu chier. Voilà, et donc du coup, on a passé 2-3 jours, enfin un certain temps. Et donc Euphoria, elle est un petit peu, alors, dis-toi, tu n'irais pas me chercher de la gelée d'ambre. Et donc elle donne des ordres. Ah ouais, quoi, je peux pas rentrer en communication avec mes amis. Et vraiment, elle fait sa starlette super riche, super chiante. Évidemment, elle veut regarder la télé. Mais à la télé, on ne parle que de l'enlèvement de Euphoria. D'ailleurs, je me souviens, vous allumez la télé directement. Oui, Euphoria, vous avez cassé. Je crois que c'est Rebecca. La télé marche plus. Rebecca qui a pété la télé. Donc Rebecca, c'est la grosse trollesse garde du corps. Alors, et du coup, elle s'emmerdait. Il fallait lui faire des trucs. Alors, mon personnage a proposé de lui faire un Donjons et Dragons. Vous imaginez la mise en abîme. Waouh. Et donc, on a fait... Mais elle n'a pas voulu. Ça aurait été rigolo. Hop, on sort Donjons et Dragons, première édition, et on en fait. Voilà. Donc, oui, la difficulté, là, ça a été de ne pas... d'occuper Euphoria de façon à ce qu'elle n'essaye pas de communiquer avec l'extérieur, ce qui aurait fait qu'elle se serait rendue compte que X et Y. Mais vous arrivez à bien la convaincre et... vous lui expliquez que si elle communique avec l'extérieur, elle va se faire repérer, elle va se faire attaquer, enlever, elle avait quand même un petit peu peur. Voilà. Et il y a quelques jours qui passent, il y a Rebecca qui lui fait faire du sport. Il y a Rebecca qui lui fait faire du sport, Gelon qui lui fait faire du yoga, parce qu'il est professeur de yoga. On avait raconté qu'il se tapait la femme du commissaire de police, je sais plus. Je sais pas, oui. Gelon est l'amant de la femme du commissaire de police de Seattle. C'est à Seattle qu'on joue? C'est à Seattle, ouais. Ah, d'accord. Et c'est un commissaire local, hein, c'est pas le méga gros. Moi, je me souviens que j'ai sorti
une rétro-console très 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 ancienne, qui était une Mega Drive, Ouais. je me souviens, et je l'ai fait jouer à Sonic. Exactement. Et elle a trouvé ça génial. J'ai fait un 20 naturel sur mon dé, et elle était à fond dans Sonic. Attends, c'était Sonic. Vous l'avez pas fait jouer à Echo le dauphin? Ah, c'était Echo le dauphin, C'était Echo le the dauphin. Dolphin, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais donc, en fait, c'était après ça, je pense, quand vous étiez dans la deuxième planque. Mais pourquoi avez-vous dû aller dans une deuxième planque? C'est parce que au bout de quelques jours, Ouais. oui, d'abord, il y a un truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui amène donc dès le deuxième jour, il y a quelqu'un qui vous amène votre thune, tout à fait. la moitié de votre prime. Un homme de main de notre commanditaire nous donne la première moitié de notre prime auquel on avait droit. Et là, on a vraiment joué comme des crétins. C'est-à-dire que dès que je le vois, je dis, ben, je lui lance un charme personne. Bon, chez moi, avec mon personnage, c'est un charme personne. C'est un piratage de son cerveau. Informatique, donc je pirate son cerveau pour lui faire croire que je suis son meilleur pote. Et donc, le mec, super sympa et tout, il nous donne l'argent. Et c'est une fois qu'il est parti qu'on se dit, mais putain, en fait, on aurait pu avoir toutes les infos sur notre commanditaire. Toutes les infos qu'on n'a pas, on aurait pu les lui soutirer. Vous ne savez toujours pas pour qui vous travaillez. C'est une information que vous n'avez jamais été chercher. Après, vous aviez d'autres priorités, mais quand même, là, vous aviez une occasion en or. Et c'est moi qui te l'ai dit après, quand il est parti. T'aurais pu faire ça. Je me suis senti très con. Mais... Au bout de quelques jours, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et je ne sais plus qui s'approche de la porte, mais... C'était soit Moustache, soit Gelon, je pense. Parce que Rebecca et moi, on était plus à l'arrière de l'appartement pourri. Ouais. Et la porte explose. Il y a une énorme explosion, la porte est défoncée. Et vous voyez un petit groupe de mercenaires, visiblement, avec comme leader un espèce d'immense noir jamaïcain. Chaman. Et qui arrive avec des doigts. Non. Des mèches de cheveux. Des mèches de cheveux dans ses doigts. Et qui vous dit un truc du genre... Ah non, je me souviens ce que tu nous as dit. Tu as dit, vous pensiez avoir affaire à des moutons, mais en fait, vous êtes attaqué à des lions. À des lions, oui. Et il se transforme en lion, le mec, tu vois. Donc voilà, le type se transforme en lion. Techniquement, dans Donjons et Dragons, c'était un druide. Et il vous saute dessus en lion. Et ces grosses bagarres contre lui qui était vraiment fort. Et des grouilleux qui n'étaient pas très forts. Mais... le combat se passe pas très bien pour vous. C'est vraiment... moi, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, ce combat, on n'est pas censé le gagner. On est censé le perdre. On s'en est pris, mais vraiment plein la gueule. Alors, la meilleure chose que tu aies fait, c'est que tu lances un sommeil, et il y a 3 ou 4 des assaillants qui tombent au sol, endormis. Et une bonne partie du combat s'est résumée en Moustache, l'assassin. Il est littéralement la sous-classe de Roublard assassin, qui voulait tuer d'un coup les gars au sol. Et donc il fait son jet d'attaque avec un avantage. Et la difficulté n'est pas monstrueusement haute. Et ça passe pas. Il n'arrive pas à passer l'armure. Et il a au moins raté 3, 4, 5 attaques comme ça, sans arriver à toucher les gars qui dormaient littéralement par terre. Ça, c'est Donjons et Dragons. J'aurais tendance à dire c'est un peu débile, quoi, parce que quelqu'un qui dort, si tu veux l'assassiner, tu peux l'assassiner. Ouais, après, il était un petit peu pressé, il était derrière un comptoir, il essayait de les choper. Essayait de les piquer. Mais les gars, ils commencent à mettre des volets. Et d'ailleurs, Moustache se retrouve au sol. Et il est passé à ça de mourir. Il a directement le premier jet de sauvegarde contre la mort, un naturel, donc 2 échecs automatiques sur son... et heureusement, il a réussi son jet juste après, et il y a Gelon qui a pu arriver, qui a pu commencer à le soigner, à lui mettre des steam packs, etc. Alors moi-même, dans le feu de l'action, j'ai pas pensé que j'aurais pu lui lancer un sort de soin. Mais bon, j'arrêtais pas de balancer des sorts de sommeil à répétition. Alors, pendant une petite fraction de ce combat, j'avais l'impression d'être de retour dans les jeux de rôle qu'on faisait il y a 20 ans, 25 ans, où il y a Rebecca, donc la trollesse, qui est dans le couloir en train de se friter avec le lion, enfin le lion chaman. Et à un moment, je dis, mais moi, il faut que je puisse passer à travers ce couloir pour tirer avec mon pistolet mitrailleur. Et
Ah ouais, mais t'as Rebecca qui est devant toi et tout, machin. Oui, mais elle est grande, c'est une trollesse, elle peut écarter les jambes et me laisser passer. Ce sera comme une deuxième naissance pour moi. Et alors, tu vois, donc, je disais, vas-y, écarte les cuisses. Hop, le nain passe. Vas-y, maintenant tu refermes les cuisses. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'à un moment, elle avait quand même perdu beaucoup de points de vie, parce que ce chaman était ultra bourrin. Et il était assez fort. Et Et donc, surtout, vous n'avez pas eu de chance. je pouvais lui faire des grosses piqûres de steam pack dans ses fesses, parce que j'étais à la bonne hauteur. Oui. Ben, finalement, on a triomphé, mais de peu. Quoi. Vous arrivez à les avoir, mais vous avez failli perdre un ou deux membres. Vous voyez qu'il y a des témoins qui commencent à débarquer. C'est l'heure de se barrer. Ouais. Vous embarquez Euphoria, qui vous suit. Vous ne lui dites pas grand-chose. Et vous allez dans votre planque. Il me semble que Doc Goulash, il n'était pas là ce soir-là. Non, Gigi n'était pas là. Et donc Doc Goulash n'a pas participé au combat. Ce serait peut-être passé différemment, encore que l'appartement était tellement petit que vous étiez pas mal coincé dans vos actions. Ah bah oui. Donc vous allez dans votre planque, c'est là qu'elle joue à Sonic d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Et le dernier jour se passe sans problème. Oui, parce que vraiment, donc voilà, on se dit, bon, ben, la mission est finie. Enfin, la plupart du groupe se dit, la mission est finie, n'est-ce pas? Puisque je ne sais pas si j'avais révélé le poteau rose de mon point de vue vis-à-vis de ce scénario déjà dans la dernière émission. Je pense pas. Non, j'avais pas dit parce que je voulais pas que les autres le sachent. Mais donc, oui, bah voilà, on a gardé pendant 3 jours. Maintenant, il faut aller la libérer. Et on a fait ça comme des pros, enfin semi-pro, Ouais, semi-clampin. C'est-à-dire qu'on l'a lâché devant son immeuble, à côté de flics, à côté au milieu du public. Ouais, en gros, vous l'avez balancé dans la rue en disant bah, écoute, tu retournes dans ton appartement, ce sera plus discret si tu es toute seule. Enfin, en gros, vous l'avez balancé et vous l'avez lâché. On a oublié un événement important, c'est que pendant que vous la déteniez, elle a demandé de la gelée d'ambre. Ah, elle a demandé, ah bah oui, à fond. Et donc, elle veut manger le produit pour lequel elle doit faire la publicité, qui est la gelée d'ambre, qui est une espèce de miel. Miel bleu, en fait. Un miel bleu qui est un nouveau produit sur le marché. Du coup, moi, je vais en acheter. Et je ramène ça, et puis je me dis, c'est quand même bizarre, du miel bleu. Donc, j'ouvre le pot, et je dis, je sens un petit peu. Il y a d'ailleurs Doc Goulash qui était là, qui fait une analyse chimique, et il n'y a rien de spécial, c'est de la bouffe, hein, c'est du sucre. Et par contre, au moment où Jelon fait une analyse magique, là, il y a tout, ça fait boum là-dedans. Oui, en fait, quand tu essaies d'en manger, je décris que tu as l'impression qu'il y a... Enfin, lui, il voit comme s'il y avait plein de fourmis qui montaient sur ton doigt et qui commençaient à essayer de te bouffer ton âme. Dans le monde réel, moi, j'ai juste pris un peu de gelée d'ambre que j'ai mis sur mon doigt, et lui, avec ses yeux de mage, là, il voit ça sous la forme d'une masse grouillante d'insectes. Et donc, il jarte le truc. Je ne sais plus si on laisse Euphoria en manger. Je crois que non. Non, pour finir, vous le planquez. En fait, elle n'était pas vraiment accro en soi. C'est juste qu'elle aimait bien le produit. D'accord. Et oui, donc c'était important, c'est que vous ayez cette première impression il y a quelque chose de pourri dans la gelée d'ambre. Voilà, exactement. Et en fait, après avoir débarqué Euphoria, vous êtes payé pour votre mission. Et tout va bien, et vous avez un petit moment de... On est plein aux as. Et vous avez reçu pas mal de thunes, et comme je vous expliquais, la première utilisation de la thune que j'ai donnée dans ce système, c'est vous pouvez littéralement augmenter vos caracs en payant. Vous augmentez vos attributs en shting, shling, 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 et donc plus ta thune, plus tu peux vraiment... tu peux vraiment te cybernétiser ou t'améliorer magiquement pour avoir des meilleurs attributs de base, donjons et dragonesques. C'est normal, c'est du cyberpunk. Voilà. Hein. Tu payes pour améliorer ton corps. Et c'est ce que vous faites. Et tout se passe bien. Du coup, pendant 2 semaines. Enfin, bref, oui, moi je sais plus dans quoi j'ai dépensé. Mon problème, c'est pour avoir un meilleur ordinateur cérébral. Il y avait ça. Et avoir plus de sorts. Ah oui, et j'ai augmenté ma sagesse aussi. Sagesse, ouais. Et vous, en fait, à part ça, vous êtes à peu près tous super boostés dans la matrice. Ça va avoir un impact un petit peu plus tard. Parce qu'au bout de 2 semaines, toi, tu reçois un appel de votre arrangeur.
qui est donc le... Mr. Johnson, quoi. Ouais, en fait, l'arrangeur, c'est celui qui fait le lien. Mr. Johnson et l'arrangeur sont les deux qui se rencontrent. Mr. Johnson faisant le lien avec les corporations et l'arrangeur avec les Shadowrunners. Voilà. Et donc, c'est celui qui vous avait donné la mission, enfin, qui avait trouvé la mission pour vous. C'est votre manager, en fait, l'arrangeur. Et il t'appelle... Complètement paniqué en disant ouais putain il y a Mega Media qui m'est tombé dessus, ils m'ont piraté, ils m'ont volé toutes les informations, or je savais tout sur vous. En gros, ça va mal se passer. On est complètement grillé par rapport à l'une des corporations les plus puissantes de Seattle. Une très grosse Mega Media. Et que le coup près va bientôt tomber. On va avoir droit je vais dire le banhammer, mais bon, c'est presque ça. Et donc, je crois que dans les secondes qui suivent son appel, il y a ma porte qui explose, il y a des gros corpos cybernétisés jusqu'aux ongles en costume noir qui débarquent en mode « suivez-nous ». Alors, je vais t'avouer, où on vous défonce la gueule. Dans le scénario, c'était plus ou moins l'arrangeur qui vous dit « Oui, les choses vont pas bien, faut que vous alliez aller voir le boss de Mega Media, Caron, sinon, ça se passera pas bien. » Donc je me suis dit, si je fais ça, ils vont juste dire, mais on se casse. On se casse. On se casse et on disparaît. Et moralité, je l'ai joué façon, maintenant, ils savent tout sur vous et ils débarquent. Et alors je vous ai pris chacun à part, parce que je me suis dit, si jamais il va y avoir de l'action, je veux que chacun décide séparément. Et donc chacun à part, je vous prends en disant, voilà, tu es chez toi, tu vois deux gros malabars corporatistes, samouraïs des rues qui débarquent, et qui te dit maintenant tu nous suis. Vous savez, je vous prends chacun à part. D'ailleurs, Florian était choqué parce qu'il était chez sa mère. Le personnage, Jolon, était chez sa mère. Et donc il débarque et il dit « Ouais, non, vous touchez pas à ma mère, je vous suis, il n'y a pas de problème. » Et au final, chacun décide de simplement suivre. Sauf Rebecca, mais qui ne jouait pas ce soir. Parce que voilà, la joueuse n'était pas là. Et où t'as dit que... J'ai juste dit, elle s'est fait assommer en essayant de se rebeller. Et vous vous retrouvez face à Caronnet, que j'ai bien aimé, Caron, que j'ai bien aimé jouer, où j'ai pris une canne et j'ai commencé à jouer. T'as vraiment fait le vieux mafieux en tournant autour de notre table, tu vois, en passant derrière nous. C'est un truc qui marche toujours bien, ça. Quand t'as un PNJ qui quitte. Notez. Quand il faut jouer un PNJ qui est menaçant, vous ne restez pas assis sur votre chaise derrière votre cache, vous faites sortir le PNJ du cadre du maître de jeu et vous passez derrière les chaises des joueurs. C'est vrai, c'est très cool. Et moralité, il vous dit, bon, écoutez, on sait tout sur vous. On sait ce que vous avez fait. Voilà, par rapport à votre employeur, Ludivenko, et c'est la première fois que vous entendez pour qui vous travaillez, on s'est arrangé, il va y avoir des procès, ils vont nous faire des trucs moins chers, enfin... Ils sont arrangés entre corpos, c'est-à-dire 10 ans de procès qui ne vont rien arranger. Et vous, et votre corpo et votre arrangeur vous a lâché. Mais Caron vous dit... Donc Caron, c'est le mec de Mega Media. Voilà, en fait, c'est le PDG qui gère l'agence qui emploie Euphoria. Et qui louait, entre guillemets, Euphoria à Strice Food pour faire la pub de la gelée d'ambre. Et il vous dit, ok, bravo, on a vu que vous étiez quand même des pros, mais maintenant, le problème, c'est la deuxième disparition d'Euphoria. Voilà, et donc il nous dit, ben voilà, vous l'avez déjà fait disparaître une première fois, ben maintenant vous allez résoudre, enfin vous n'avez pas le choix, mais vous allez résoudre sa deuxième disparition. Alors là, on tombe des nues. Et il vous paye à nouveau la même somme, 20 000 yens. Voilà, une deuxième disparition, et puis il y a du pognon à la clé. Bon, bah, ok, c'est parti. En plus, on est dans l'hôtel où elle crêchait, où on l'avait déjà shippé une première fois. D'ailleurs, tout le personnel nous regardait avec des yeux assassins. Tout à fait. Et on se rend dans la suite d'Euphoria pour aller voir ce qu'il en est, en mode, certainement une autre bande de Shadowrunners kidnappés. Mais arrivé dans la suite de Euphoria, on se rend compte qu'il y a un problème, dans la mesure où les gardes du corps sont étalés sur le sol, sur les murs, sur le plafond,
et en dessous des meubles. Voilà. Les corps ont été éventrés, c'est dégueulasse, c'était sauvage, le personnel le personnel de sécurité a littéralement été réduit en purée façon Tetsuo qui s'enfuit de l'hôpital. Et il y a aussi des traces d'espèces de bave brune par terre. Voilà. Et il y a Doc Goulash qui en prend un petit peu pour l'analyser. Et on reviendra dessus après. Ouais. Et donc, dans un premier temps, parce que oui, donc le poteau rose dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, j'ai déjà fait ce scénario. On a fait ce scénario quand on avait quoi, 15 et 13 ans, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, pas loin, chez ouais. Hugues. Ou alors 14 et 16. Ouais. Et moi, je me souvenais des grandes lignes, mais pas de tout. Je savais qu'il y avait une deuxième disparition, mais je savais plus exactement le pourquoi du comment. Et dans un premier temps, les autres joueurs disent « Oh là là, c'est certainement elle. Elle a consommé tellement de gelée d'ambre qu'elle s'est transformée en monstre, en créature surnaturelle. » Et sur le moment, je me dis « Mais je sais même plus si c'est ça le fin mot du scénario. » Et donc, on fait notre petite enquête, et puis c'est un peu coupé court parce que j'ai découvert un Simpsons. Voilà. En fait, elle était en train d'enregistrer un Simpsons, donc elle était littéralement en train d'enregistrer ses sens. Voilà. Au moment de l'attaque. Mm. Et je te le joue, et je pense que ça a bien tourné. J'ai essayé de mettre de l'emphase sur cette scène, et je pense que ça a plutôt bien tourné. Je sais pas si tu peux la raconter. Ah bah tout à fait. Bah, déjà, c'était un jet plutôt difficile d'informatique pour voilà. raffiner. Je t'avais dit, c'est tellement brut. Si jamais vous projetez dedans tel que c'est là, faire des jets de sauvegarde de sagesse parce que ça va vous griller. Oui. C'est littéralement ce qui, dans le monde de Shadowrun, on appelle des better than life. C'est-à-dire c'est des sens extérieurs, des sens de quelqu'un d'autre tellement brut que c'est une drogue dure, en fait. Ouais, ça peut te bousiller la cervelle. Mais donc, j'arrive à rapidement raffiner ces informations. Donc, je vis la scène à travers ses yeux. Et donc, elle est devant son PC en train de faire la 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 la. Et là, elle commence à entendre des hurlements, c'est pas très bien ce qui se passe, et puis elle est rejointe d'une part des... Alors tu les avais décrits comme des espèces d'êtres humains, très grands et filiformes, où de loin tu pourrais dire, ouais, bah, c'est un être humain avec un imperméable, mais en fait ce sont des espèces de cafards géants repliés sur eux-mêmes. À ce moment-là, c'était plutôt des humains qui commençaient à se transformer en fourmis. Ah, et donc ils étaient un petit peu, en fait, ils étaient un petit peu zombiesques, mais avec certains qui avaient des membres de fourmis qui dépassaient, des antennes, des yeux bizarres, des mandibules. Et il y a avec eux un type bizarre, grand, avec des longs cheveux blonds gras, qui est là, Euphoria, je te rencontre enfin, et qui était vraiment une espèce de fan creepy qui vient la voir. Et puis, à un moment, ça parle... Et il va faire d'elle sa reine. Il va faire d'elle sa reine, tout va bien, non, tout va mal, Et il a l'air à moitié fou. Alors, il a un t-shirt pour un... Il y en a un autre qui a un t-shirt pour un grill bar. Pour un grill bar. Et alors, à un moment, il parle d'un type qui s'appelle Burrow. Burrow. Mais il faut en parler à Monsieur Burrow, il va être content, etc., etc. Donc, on a 2 indices. Voilà. Et voilà, et là-dessus, la séance se termine. Alors, en fait, au final, vous avez fait un petit peu des deux, mais c'était plus ou moins... Vous aviez plus ou moins 3 voies différentes pour arriver à la scène finale. Et au final, vous avez un petit peu touché aux 3. La première voie, c'était le t-shirt grill bar, qui permettait de trouver là où travaillait le type, qui est donc un type qui s'était fait enlever pour être mis dans un cocon et devenir un homme fourmi. Et à travers lui, vous avez eu l'indice, parce que, je vais résumer parce que c'était pas très intéressant comme scène, mais vous avez été au bar, vous étiez voir la serveuse, Wendy, comme ça, alors j'avais décrit que ses cheveux étaient remplacés par de la fibre optique qui changeait de couleur tout le temps. Et voilà, tu charmes le barman, Wendy est de votre côté, elle essaye de se taper Killiam, et au final, vous apprenez que
elle avait recroisé le gars qui avait disparu devant un magasin de magie, qui était le magasin de Kraft. Oui, c'est ça. Et en fait, Kraft était le surnom du gros boss final, le chaman. Et vous n'avez pas été, parce que vous auriez pu arriver au même endroit en allant à son magasin de magie. Et vous auriez eu des indices dans ce sens-là. Mais vous avez pris une autre direction. Finalement, oui, on a été voir, c'était pas Strice Food, c'était l'autre. Alors, vous avez fait deux choses. Donc, vous auriez pu aller voir directement Burrow, mais vous avez décidé de pirater Strice Food. Ah oui. C'est comme ça que c'est arrivé. Je dis, ok, mais vous pouvez faire ça, c'est parti. Et donc, je sors la battle map. Et à nouveau, pour la troisième fois, les piratages, c'est un donjon de Donjons et Dragons. Et donc, je vous explique que le donjon ressemble à un endroit où il y a plein de bouffes énormes, des colonnes en sucre, des cupcakes. On est dans l'usine de Willy Wonka. C'est un peu Willy Wonka, en fait. Ouais, c'est un petit peu Charlie la chocolaterie. Et donc, d'abord, tu me sors des figurines d'hommes bêtes. Et j'avais juste des caractères de brigands de base auxquels j'avais rajouté quelques pouvoirs. Et j'ai dit, ok, oui, c'est des moutons qui sont tout mignons et qui vous foncent dessus. Et vous avez super bien réussi ce piratage parce que vous étiez un peu tous boostés. Oui. Et donc, première salle, vous la passez sans problème. Deuxième salle, je dis, il y a des espèces de... J'avais sorti des caractères d'ogre, et donc c'est des espèces de gros bébés, genre comme celui de Shiro, qui est là. Et donc, vous les butez. Et la troisième salle, vous avez un petit peu de mal. Où je raconte, là, vous descendez, vous êtes comme des petits personnages et vous descendez dans des tiroirs. Le tiroir d'une vieille grand-mère. Voilà, les tiroirs à bonbons d'une vieille grand-mère. Il y a des toiles d'araignée. En barbe à papa. En barbe à papa. Et au centre de la salle, il y a en fait, Drider, donc l'espèce d'homme araignée. Et donc, c'était un espèce de bébé araignée qui se battait avec des sucres d'orge. C'était une espèce de bonhomme en pain d'épices arachnoïde. Mais au final, ça a été. Je crois que personne n'est tombé, personne n'est mort. Au final, ça s'est bien passé. Vous avez fait des bons jets. Son plus gros pouvoir, c'était de rendre tout le monde aveugle. Et lui, il continuait à pouvoir vous attaquer sans malus parce qu'il vous percevait à travers la toile. Et vous avez réussi, par chance, à lui faire perdre sa concentration sur son sort. Et donc, c'est vraiment du Donjons et Dragons à ce niveau-là. Et ça tourne bien. Et surtout qu'on est tous boostés dans la matrice. Et à chaque salle, je vous donnais plus d'informations, en fait. Et à la fin, je vous dis, voilà, maintenant, vous avez réussi à rentrer votre nom dans l'agenda de Burrow. Oui, voilà. On s'est créé un faux rendez-vous pour rencontrer ce qu'à ce moment-là, on imagine un peu être le chef des méchants. Oui. Et donc, chez Strice Food, les fabricants de la gelée d'ambre. Et donc là-dessus, encore une fois, on remet nos beaux costumes qu'on avait déjà utilisés pour rentrer dans le restaurant. Et je me fais... Et alors du coup, je me souviens, ce soir-là, moi, j'en pouvais plus, j'étais claqué. Et tout le monde me dit, mais non, mais c'est toi le chef du groupe, c'est toi qui vas faire le roleplay, quoi. Et je fais du bon roleplay. J'étais en mode, oui, je suis monsieur Luigi Goblino, je représente une firme d'Amérique du Sud et tout. J'invente un gros baratin. Tu ne te rends pas compte de la porte que tu m'as ouverte à ce moment-là. Parce que le scénario, l'histoire de base dont vous n'avez pas vraiment les profondeurs, c'est que le fameux Kraft, il s'est craché en Amérique du Sud et il a été possédé par des esprits fourmis enfouis depuis des siècles. Et donc, il ramène la formule, en théorie, il a ramené la formule de la gelée d'ambre d'Amérique du Sud, si ce n'est que la gelée d'ambre, vous saurez bientôt ce que c'est. Parce que, oui, quand Doc Goulash a analysé les traces de bave par terre, je lui dis, à 90%, ce que tu as là, c'est la même composition que la gelée d'ambre. Les trucs dégueulasses qu'il a trouvés au milieu des meurtres. Et en gros, il est revenu avec une maladie magique, en fait. Une espèce de malédiction. En fait, il s'est trouvé un nouveau totem maléfique. D'accord. Et donc, quand tu dis que tu viens d'Amérique du Sud, Burrow, son problème à ce moment-là, et donc ça, ce sont des choses que les joueurs ne savaient pas, c'est que Kraft avait coupé les communications depuis qu'il avait enlevé Euphoria. Et donc, la source de la gelée d'ambre, c'était Tari. Et directement, il faut parler à Monsieur Kraft, il faut que la production reprenne. Tu te fais passer pour un ami de quelqu'un, tu ne sais même pas qui va être le boss final. Tout à fait, tout à fait.
Et donc, là-dessus, je fais un petit peu style, oui, mais vous comprenez, on va vous aider, il n'y a pas de problème. Et on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir d'autres informations. On comprend que c'est pas vraiment lui, le grand méchant. Et puis, il y a la créature qui apparaît à ce moment-là. Je pense que c'était un peu coupé court à la conversation. On voit apparaître derrière lui, à son insu, une espèce de gigantesque fourmi humanoïde. D'esprit fourmi, voilà, en fait, à moitié dans le monde réel, à moitié dans le monde astral, qui lui coupe la tête. Voilà. Je vous donne une chance. Je vous dis, elle apparaît. Déjà, je fais un jet de surprise pour tout le monde. Ceux qui réussissent ce jet de surprise, ils participent à l'initiative. Et donc, je dis, vous avez une chance de l'empêcher. Ouais. Au final, la fourmi commence en premier. Elle lui tranche la tête. Elle lui tranche la tête. Donc, notre souci immédiat, c'est cette créature. On est dans. Ce qui est drôle, c'est que vous n'avez pas d'armes. Et on n'a pas d'armes. Ah oui, on n'a pas d'armes parce qu'on s'est fait fouiller à l'entrée. Et donc, moi, mon personnage, il a servi, mais rien. Dans cette, La seule personne qui savait faire un petit peu quelque chose, c'était Rebecca, parce qu'elle avait le bagarreur des rues, et donc elle faisait pas mal de dégâts à main nue. Mais en plus, c'est une créature astrale, donc les dégâts physiques lui faisaient pas grand-chose. Celui qui a très bien réussi, par contre, c'était Doc Goulash, parce que lui, en fait, c'est comme Iron Man, c'est son armure, parce que c'est un artificier en termes de Donjons et Dragons, donc son armure et c'est une armure presque de chevalier d'or, mais qui est dans une mallette. Et donc il avait réussi à faire passer sa mallette en douce. Et donc il sort une partie de son armure, j'allais dire magique, mais techniquement elle n'est pas magique, et il peut commencer à utiliser ses pouvoirs qui sont en fait des espèces de missiles et des machins comme ça. Et ça fait pas mal de dégâts. Mais cette scène m'a quand même rappelé à quel point les combats à main nue dans Donjons et Dragons sont super chiants. Parce que tu fais pas de dégâts à main nue. Oui. Vous arrivez à la voir, mais c'est quand même pas facile. Non, ça a duré longtemps et c'était assez meurtrier. La secrétaire débarque avant la fin du combat, donc elle voit la fourmi. C'est vrai que dans le scénario, il était marqué, oui... les yeux vont se tourner un petit peu vers les PJ, mais avec le témoignage de secrétaire, ils ne seront pas accusés du meurtre. Mais évidemment, en pratique, vous aviez tout à fait raison. Vous dites, mais on va mettre ça sur notre gueule. Voilà, moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est je me dis, mais en fait, putain, on va nous coller ce meurtre sur notre gueule. On a déjà assez de problèmes comme ça, il faut qu'on se casse. La sécurité arrive, deux gardes arrivent. Deux gardes arrivent, charme personne de masse. Allez les mecs, il est parti quelque part dans les autres étages, il faut le retrouver. Ils ratent tous les deux, je la sauvegarde. Oui boss, on y va. Ce jet de charme personne, ça fait longtemps que je joue à Donjons et Dragons. J'ai déjà eu des personnages avec des charmes personnes. Mais putain, une fois que tu as compris comment ça marche, qu'est-ce que c'est utile. Et donc on arrive à se barrer, encore une fois. Pour le scénario d'enquête, charme personne, c'est génial. Ah ben voilà, en loose day. Et puis bon, alors là-dessus, je sais pas, c'est à partir de ce moment-là qu'on a été au bar. Non, le grill c'était avant. Alors vous arrivez à vous barrer, je vous mets pas trop d'embûches dans les... Le grill c'était avant, donc je vous mets pas trop d'embûches, vous arrivez à vous barrer, et quand vous êtes dans la voiture, il y a Caron qui vous téléphone pour demander où vous en êtes. Ah oui. Et vous lui racontez tout ce que vous savez, et il dit... et donc vous aviez appris avec tout ça où était fabriquée la gelée d'encre. Où est l'usine où il fabrique le hangar. Et donc là, on sait que ça va être le L final. Et Caron vous dit, ok, pas de problème, venez ici, je vais vous fournir du matériel, on va en parler. Vous retournez le voir, et il vous dit, vous allez aller buter tous ces esprits fourmis, c'est génial. C'est génial. Et c'est là que je vous rappelle un petit peu que c'est un gars qui fait de la télé-réalité à peu de choses près. Et il vous dit, écoutez, voilà un contrat, je vous paye 75 000 yens chacun, si on peut enregistrer toutes vos sensations de ce combat pour après la vendre. Alors, dans un premier temps, moi j'ai tendance à dire, ah bah certainement pas, on est des Shadowrunners, on va pas commencer à balancer nos gueules comme ça. Maintenant, la paye était tellement bonne. Après, je me suis dit, bah, s'il faut, avec ces 75 000 yens, on peut peut-être se refaire faire la gueule. Alors, j'ai dit, pour 20 000 yens, vous refaites la gueule, vous changez d'identité, vous changez de carte d'identité, vous relocalisez votre famille. Et pour 20 000 yens, vous avez une virginité de Shadowrunner. Voilà. Mais et donc, on accepte. Mais par contre... Et j'étais vraiment étonné. Parce que j'ai un peu peur, parce que dans le scénario,
il disait ceux qui refusent ne participent pas au combat final. Moi, je m'étais dit, ok, ceux qui refusent, ils sont juste pas payés. Mais je suis vraiment étonné que tout le monde ait accepté, surtout Jolon. J'étais certain que Florian il refuserait. Mais je sais pas. À mon avis, il a un peu cédé à la pression du groupe. Mais tu sais, tu nous mets du pognon, bah on va le faire. Alors, je vous mets du pognon et il dit si vous signez tous, je vous fournis du matériel. Et là, je sors des steam packs de soins, un steam pack de la dernière chance qui permet de ressusciter quelqu'un, un lance-flamme, 2 grenades, des shotguns. Alors, je sais pas parce que... Et alors ça, j'ai déjà eu souvent ce mauvais truc. Et, oh, un shotgun, ça va être parfait contre des créatures insectes. Et puis au moment d'utiliser, tu me dis oui, mais non, mais t'as pas la compétence pour utiliser les shotguns. Voilà. Bon, comme c'est des mitrailleurs. Alors, comme c'est Donjons et Dragons, le shotgun c'était une arme de guerre. Et la seule personne qui sait utiliser les armes de guerre, c'était la guerrière, entre guillemets, Rebecca. Donc c'est elle qui s'est chargée de balancer les grenades, d'utiliser le lance-flammes, etc. Ben oui. Et je me suis vraiment bien amusé. Et c'est là le bon côté Donjons et Dragonesque de tout ce scénario. Je me suis vraiment bien amusé à préparer cette séance finale de combat. Et puis en plus, tu avais des très belles figurines pour faire ça. Vas-y, raconte. Mais oui, mais alors. Donc je me souviens vaguement. Donc j'illustre dans un premier temps. Il me dit, bah écoute, j'aurais besoin peut-être. T'as pas des figurines de Tyrannide? Et puis je dis, oh ben non, j'ai plus mes figurines de Tyrannide de 40 000, j'ai déjà tout vendu. Ah ok, d'accord, c'est pas grave. Et, me trouve des figurines qui font un peu insectes. Et c'est très con parce que moi je pensais vraiment que c'était des hommes qui étaient complètement transformés. Tu sais que j'avais déjà en STL des humains possédés par des esprits insectes. Oh, ça aurait été parfait ça. Mais bon, elles étaient fort petites. Et je t'en ai pas trop dit non plus. Hein. Tout à fait. Mais et donc au final, ben, j'ai imprimé des espèces de petits tyrannides, des tyrannides moyens, un tyrannide géant. Et alors surtout, j'ai fait des figues. Enfin, et je me suis procuré des STL pour imprimer avec mon imprimante 3D. Une guerrière troll de Shadowrun, un nain punk avec un flingue. Gigi, lui, il a carrément été sur HeroForge et il a fait sa figurine de toutes pièces avec ce... Si vous connaissez pas HeroForge et vous avez une imprimante 3D pour vos jeux de rôle, c'est un truc de ouf. Ouais. Et alors donc il a acheté le STL et je lui ai imprimé sa figue. Et pour Gelon, je trouvais vraiment pas une figurine de chaman cyberpunk. Puis je vois, il y a une espèce un STL, c'est un petit peu le personnage, c'est V dans Cyberpunk. Et puis je retrouve une vieille figurine de chaman avec un bâton. Et j'ai fait une petite conversion vite fait, bien fait, la veille du jeu de rôle. J'ai pris le mec avec son gros blazer Cyberpunk, mais avec un bâton de chaman. Et voilà, et c'était très sympa. Là, en réalité, il va falloir que je fasse une suite à ce scénario, parce que tout ce qui a été imprimé. Ah ben, bien entendu. Et à noter d'ailleurs, quelqu'un à Trolls et Légendes, merci à tous ceux qui sont venus me voir à Trolls et Légendes et tous ceux qui m'ont acheté le système des critiques. Il y a une personne qui m'a dit que ce serait chouette que tu montres ta collection de figurines que tu as imprimées et peintes. Et donc, que vas-tu répondre aux voyeurs en direct? Eh bien, ce n'est pas en direct, mais... que j'ai un Instagram où j'ai posté il y a longtemps, très longtemps, qui est l'Instagram NurgleZG. Je vais le mettre dans la description. En une traite. Mais il faut bien vous dire que j'ai il y a bien des choses qui ont été faites. En gros, les seules choses qu'on peut trouver sur mon Instagram, ce sont des photos de mes pieds, de mon anus. Ouais. C'est des photos de mon armée de gardes impériaux, légion pénitentiaire, armée où jusqu'à présent il n'y a pas encore une seule figurine officielle de Game Workshop. Ce ne sont que des figurines glanées à gauche et à droite, imprimées avec mon imprimante 3D. Et oui, eh bien, je regarderai les commentaires de cette vidéo. Si les gens veulent en voir plus, eh bien, je ferai plein de photos et je posterai tout ça sur mon Insta, où pour l'instant, il n'y a presque rien. Ok, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez dans les commentaires... Fais voir ton cul, Nurgle. Balance tes photos de l'anus, Nurgle. Plus sérieusement, écrivez, montre-nous tes grosses figurines, Nurgle. Ah d'accord. Voilà. Quand t'aurais peur qu'ils zappent la vidéo Non. Si tout le monde réclame mon trou de balle Non, ça je pense que ça va. Mais donc bref, on arrive. Et juste pour dire, la préparation, à la base, j'avais juste les kéracs des ouvriers fourmis, les soldats fourmis, et craft à la fin.
Et la semaine avant le scénario, j'ai commencé à faire des fourmis qui crachent. Et il y en a une version que j'ai complètement oubliée. J'avais prévu des fourmis dont la tête bloquait les portes, comme dans les fourmilières. Oui, d'accord. Et c'est dommage que je les ai oubliées parce que c'était assez cool comme principe. Ah, c'est con ça. Mais j'avais des fourmis qui crachent, j'avais des fourmis qui puent, j'avais des fourmis qui explosaient, des fourmis à moitié dans le monde réel et à moitié dans le monde. Et donc, je me suis vraiment bien amusé. Et j'ai sorti des règles que je n'avais jamais utilisées et qui sont très chouettes, qui sont les règles d'antre. J'allais dire d'ambre, mais non. Qui sont les règles d'antre. Et donc, quand vous êtes dans l'antre d'une créature boss de fin, eh bien, tous les tours... Le décor peut faire quelque chose. L'environnement fait quelque chose. Et c'était très cool, j'ai sorti tout ça. Et donc, on va raconter ça maintenant. Mais on vous débarque sur le toit de l'usine. On arrive en hélicoptère, on est sur le toit de l'usine. Et vous voyez directement qu'à l'intérieur, il y a plein de matériel qui est couvert de poussière et qui n'est pas utilisé. Cette usine ne fonctionne pas vraiment. Enfin, parce que c'est pas de là que vient le jeu des langues. Voilà. Et donc, petite analyse magique, détection avec je ne sais plus ce qu'on avait. C'était Gigi. D'ailleurs, il faudrait que je lui en reparle parce que je lui permettrai plus de refaire la même chose parce que on en reparlera. Oui, réglez vos comptes entre vous. Mais donc, on voit qu'il y a quand même quelques créatures. On descend par des escaliers, ouais. Oui, l'escalier d'urgence. Et vous tombez dans une salle. Là, je vous sors la carte parce que vous doutez bien que ça va être de la baston. Et je mets des trucs. Et vous voyez, il y a des barils sur lesquels il est marqué gelée d'ambre. Et il y a des espèces de mutants zombies, fourmis qui sont au-dessus. En train de baver et vomir. En train de vomir la gelée d'ambre qui sera ensuite mise en dépôt. Voilà. Et il manque juste le colorant bleu. Voilà. Et en fait, oui, on descend et on est discret. Hein. On réussit nos jets de discrétion. Il n'y a encore aucune de ces créatures qui a donné l'alarme. Vous êtes discret jusqu'au moment où il y a une grenade qui part. Oui, mais j'allais dire. Et donc, à un moment, on se retrouve face à une salle où il y en a quand même beaucoup. Ils étaient 6 ou 7. Ouais. Et la salle est relativement petite. Et puis, on se dit, grenade. C'est parti, quoi. Et donc, c'est Rebecca qui balance la grenade, qui fait ça bien, hein, si je ne me trompe. Parce que moi, je me suis dit, en fait... On ne sait même pas quel est le potentiel explosif de ces grenades. Si ça se trouve, ça va éclater le mur. On va juste être éjecté à l'extérieur de... S'il y avait eu un échec critique, ça aurait été un gros problème. Mais non, on arrive à étaler plusieurs de ces créatures. Il y a de la tripaille, du vomi sucré, un peu partout. Et donc, principalement, il y a des gens en train de se transformer en fourmis. Mais il y en a quelques-uns qui ont déjà atteint le stade ultime, qui est une espèce de fourmi astrale, en fait. Ouais. Et ceux-là, ils étaient beaucoup plus difficiles à tuer parce qu'ils étaient très résistants à tout ce qui était dégâts physiques. Et première salle, vous arrivez quand même pas à les avoir, mais le but, c'est je vous use. Je vous use, je use tout ce que vous avez. Et mine de rien, vous n'êtes jamais que niveau 3. Et niveau 3, ça n'a pas bien beaucoup de points de vie. Non, et donc, très vite, même les petits ouvrières fourmis, elles vous tombent dessus, vous devez commencer à utiliser vos soins et tout. Deuxième salle, bon là, ils ont entendu la grenade, ils étaient prêts. Là, il commence à y avoir des soldats, il y a un chaman. D'ailleurs, putain, vous avez réussi absolument tous vos jets de sauvegarde pour tous les sorts que je vous ai lancés. Et je peux vous dire que le combat aurait pu se passer très différemment si ça n'avait pas été le cas. Moi, j'ai eu 2-3 dégâts. Enfin, en gros, mon principe, en tant que le nain informaticien, c'est je reste derrière la trollesse. Je reste derrière la guerrière et je suis prêt à lui piquer dans le cul avec un steam pack s'il faut. Une fois de temps en temps, je passais ma tête sur le côté. Et il n'y a rien à faire, l'arrosage au pistolet mitrailleur, c'est pas trop mal, ça te permet de toucher 3 cibles. Ouais, et potentiellement. En fait, c'est un bon système, je trouve, voilà. Que j'ai écrit. Tu vides ton chargeur sur les ennemis, tu peux toucher jusqu'à 3 ennemis qui sont côte à côte. Mais après ton tour suivant, tu dois changer ton chargeur. Et vous aviez une bonne tactique, c'est que vous aviez envoyé la trollesse au premier plan qui bloquait les portes, mais où le chaman Gelon avait lancé une protection du bien et le mal, et donc toutes les fourmis faisaient leur jet avec un désavantage contre elles. Ouais.
Et donc, bah, finalement, ouais, je trouve qu'on a avancé relativement efficacement. C'est bien, mais passé. En gros, avant la salle finale, vous aviez utilisé plus ou moins tout votre matériel spécial. Vous n'aviez plus de grenades. On n'avait plus le Si, lance-flamme. une grenade, vous n'aviez plus de lance-flamme. Vous aviez utilisé pas mal de sorts, etc. Et toi, en plus, tu es un petit peu déconcerté parce que tu ne peux pas utiliser tes sorts contre des créatures qui n'ont pas d'interface à la matrice. Ouais. Et c'est vrai que, il me semble que tu m'as dit, oui, tu aurais dû essayer sur l'espèce de chaman final parce qu'il avait encore son interface. Alors lui, non. En fait, j'avais prévu que si tu essayais de l'utiliser sur les gens en train de se transformer, il y avait plus ou moins une chance sur 2 qu'ils soient toujours un petit peu connectés et que tu puisses essayer de les affecter. D'accord. D'ailleurs, à noter que dans le combat contre le druide lion, c'est une des premières choses que tu as fait, c'est que tu as dit « j'essaie d'utiliser mon sort contre lui ». Et je t'ai dit avec une grande fierté, mais il n'est pas interfacé à la matrice, donc ça ne marche pas. Eh ben oui, et j'aurais dû y penser en fait. Et donc, au final, je trouve que mon équilibre marche pas mal parce que toi, tes sorts marchent dans la matrice et en dehors de la matrice, mais ne marchent que contre les gens interfacés. Voilà. Alors que les magiciens, ça marche sur tout le monde, mais ça ne fonctionne pas dans la matrice par contre. Et donc, salle finale, grande salle avec des cocons partout, un cocon gigantesque au centre. Il y a le craft. On se doute bien que Euphoria est à l'intérieur du cocon central. Il y a des guerriers fourmis, astro. C'est la confrontation finale. Et là, j'ai balancé tous les bons côtés de Donjons & Dragons 5e édition. Si vous n'aimez pas Donjons & Dragons 5e édition, c'est au niveau... Allez sur une autre chaîne. Non, c'est au niveau des combats de boss que c'est à son top. Et donc là, action légendaire, résistance légendaire, action d'antre. Ouais. Et c'était super drôle. Ça n'arrêtait pas parce que donc... Il y avait des cocons qui tombaient du plafond, qui refaisaient des nouveaux mobs. Il y a la reine qui protégeait Kraft, voilà. Qui soignait en action légendaire. Qui invoquait des insectes. Il n'avait vraiment pas beaucoup de points de vie en fait, mais il n'arrêtait pas de se soigner avec ses sorts de soins. Mais évidemment, au fur et à mesure, il utilisait ses emplacements. Je ne sais pas, pendant ce combat, je ne sais plus exactement qui l'a vraiment entamé, c'est Doc, non? Alors, là où la plus difficile a été... En fait, la personne qui a le plus de mal dans ce combat, c'était Rebecca, parce qu'elle s'est retrouvée face aux 2 guerriers insectes astro, et évidemment, elle c'était une guerrière, elle faisait que des dégâts physiques, qui ne marchaient pas très bien contre eux. Mais tous les autres, vous êtes passés à côté. Moustache a bien réussi ses jets, lui a fait pas mal de dégâts. Il y a Manœuvre, parce qu'elle est... je ne sais plus comment ça s'appelle, cette sous-classe de guerrier qui permet de faire des manœuvres, c'est vachement chouette. Rebecca arrive à faire passer, grâce à une de ses manœuvres, le personnage de Doc Goulash, qui arrive au milieu, qui fait un sort de zone, qui fait exploser tous les petits. Et c'était vraiment super chouette. Et au final, tous ensemble, vous balancez. Et c'est dur, et j'arrive à vous mettre au bout de vos réserves. Et Kraft est éjecté, se cogne dans le mur, et puis il fait « Ah, je vais te bouffer ta vie », et il commence à essayer de bouffer la vie de Goulash, je crois. Ouais, je crois qu'il a quand même foutu au sol à un moment, d'ailleurs. Ah oui, en fait, il a fait perdre tous ses points de vie, mais comme c'est un orc, eh ben, quand il se retrouve en négatif en point de vie, la première fois, il est à 1 point de vie. Et vraiment, j'ai lancé quelques petits sorts de soins, en vidant parfois mon... Parce que alors, en plus... Histoire de pistolet mitrailleur. Donc après, m'être rendu compte que c'est un peu chiant de le vider, devoir le remplir, le vider, devoir le remplir. il y a Doc Goulash qui me fait « Mais attends, moi mon pistolet mitrailleur, il sert à rien, tiens, t'en as 2. » Ouais. Donc maintenant, je pouvais... en gros, c'était 2 tours. Et puis hop, recharger. Enfin bref. Franchement, dans cette bataille finale... C'est difficile à raconter... parce que c'est pas très intéressant à raconter, mais en termes de gameplay, moi je trouve que c'est très chouette. T'as pris ton pied, un petit salopard. C'était un très chouette combat. À essayer de nous tuer. Qui a duré un peu trop tard. Je suis désolé pour Florian qui devait partir tôt. C'est le jeu. Mais tu pouvais pas vraiment t'interrompre. Non, là c'était trop tard. À un moment, j'ai dit, si vous voulez, on peut essayer de garder la table comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Non, l'adrénaline n'aurait plus été là. Mais en réalité, au bout d'un certain temps, vous arrivez finalement à buter tout le monde, Kraft, les fourmis, etc.
Et on est face au cocon de la reine. Au cocon dans lequel se trouve Euphoria. Et je vous explique que vous voyez l'esprit astral de la reine qui est en train de posséder Euphoria à l'intérieur. Et je dis à Florian, tu sais que si jamais vous ouvrez le cocon, ça va la tuer. Mais tu as une chance, mince chance, d'exorciser l'esprit de la reine, de sortir d'Euphoria de là, tout en la gardant vivante. Mais je vous avais demandé juste avant le combat, juste avant le combat, je lui ai dit, est-ce que vous voulez directement aller sauver Euphoria ou est-ce que vous voulez vous reposer, faire un repos long avant? Vous m'avez dit, oui, non, mais il faut qu'on se repose là. Et je te dis, ok, ben là, elle est plus... Pour l'exorciser, c'est très dur parce qu'elle a eu plus de temps pour se fusionner. Surtout, voilà. Mais on s'est vraiment posé la question parce qu'à la fin de ce combat, on n'avait plus rien. On n'avait plus de bonus. Moi, j'avais mes trucs de... je ne sais pas si ça vient du fait que je suis un nain, mais je peux donner des petits bonus à certaines personnes. Parce que tu es l'équivalent d'un barde dans ce Voilà. Et on n'avait plus ça, on n'avait plus aucune relance. Et on se dit, faire un jet aussi important, ben on s'est dit, ben voilà, on va attendre demain. Et effectivement, ben tu as justement fait le truc que l'esprit de la reine des fourmis s'est dit, oh là, putain, ils vont revenir demain pour essayer de m'exorciser. Je vais la posséder de plus en plus vite. Mais c'est juste qu'il y avait eu 8 heures de plus pour fusionner Euphoria et la reine. Ouais. Et donc je dis, maintenant tu me fais ton jet, mais avec des avantages. Voilà. Et il doit faire un jet de sort, en fait, sous la sagesse. Et il fait 13. Et je l'avais noté, hein. Difficulté 14. Oui, et il fait 13 avec le bonus, avec le dé-bonus que je lui avais donné. Ouais. Quoi. Et donc, nous avons échoué. Euphoria et elle sort morte. Et d'ailleurs, voici la couverture du scénario qui spoil tout. Parce que même si vous la sauvez, Euphoria, elle est un peu transformée, elle est un peu mutante. Elle est transformée en insecte. Elle est un peu devenue une fourmi. Ah. Et je me souviens que quand on l'a fait, ce scénario, quand on était jeune, j'ai vraiment... En gros, comme c'est présenté dans le scénario, c'est presque impossible de sauver Euphoria. Et il t'explique plus ou moins que même si tu la sors du cocon, elle a vraiment perdu une case. Elle a perdu son humanité. Elle est devenue vraiment presque un légume, en fait. Tu vois, ça c'était ce dont je me souvenais. Vas-y, je te laisse terminer. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on avait fait ce scénario, on avait quand même eu droit à plus ou moins un happy end. Elle était un peu mutante, mais on l'avait sauvée. Qu'elle était dans un asile et qu'elle était plus ou moins elle était redevenue un peu normale. Voilà. Non, mais c'est vraiment une fin douce amère. Ouais. C'est l'idée. Et c'est difficile d'obtenir autre chose que cette fin douce amère. Ouais. Imagine que s'il avait fait un 20 naturel sur son jet d'exorcisme, est-ce que Euphoria sortait totalement sauvée? Oui. Ah, ça c'est bien. Peut-être toujours un petit peu mutante, mais elle aurait gardé sa personnalité, elle aurait gardé son esprit. C'était le seul moyen d'avoir le vrai happy ending. C'est le seul happy ending, c'est plus... c'est un peu autre chose. Mais le happy end, plutôt. Happy ending, c'est la branlette à la fin d'un massage. Ah bon? Oui. Oh, moi j'ai pas l'esprit mal tourné comme ça. Et ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais bien voulu faire justement un petit peu jouer sur cette fin un peu entre les deux, mais le truc c'est que on a fini beaucoup plus tard que d'habitude cette séance et tout le monde devait partir et donc c'était un petit peu bon vous finissez. Vous avez loupé, elle est morte. Allez, voilà votre argent. Elle est morte, voilà votre argent. Caron tient ce truc, vous pouvez maintenant payer pour refaire votre identité. Allez, bonne nuit et vous passez niveau 4. Mais oui, c'est un peu dommage ça. Mais je reparlerai la prochaine fois. C'est difficile de gérer ce genre de fin de séance. Moi, je me souviens que alors, est-ce que c'était dans Rêve de gloire ou dans un autre jeu de rôle? J'ai déjà eu ce dilemme de te dire à partir d'une certaine heure, bon, ok, maintenant, je ne peux pas lancer la confrontation finale. Sinon, ça va durer trop tard. Mais si j'arrête maintenant, c'est trop tôt. Et... ça, ce sont les grands dilemmes du maître de jeu, évidemment. Ouais. Mais Moralité, c'est un très chouette scénario, franchement. Un vieux scénario. La Reine Euphoria, c'est un vieux scénario. 92, 93 Je sais plus, mais je crois que ça date de la première édition de Shadowrun.
Et si vous voulez, évidemment, comme pour chaque Shadows and Dragons, dans la description, je vous mets le lien qui ramène à mes règles Shadows and Dragons, et entre autres, tout ce que j'ai développé pour le scénario La Reine Euphoria, avec à la fin les actions d'antre, etc. Je crois que vous êtes bien amusé aussi. On va dire oui. Hein, on va dire oui, parce que si on a envie d'avoir des points d'XP, mais en même temps... Hein, non, c'était très très chouette. J'avoue que, encore une fois, refaire... Je connais des gens qui disent, mais moi, une fois que j'ai fait un scénario de jeu de rôle, je ne saurais plus le refaire. Bon, vous me direz que, ouf, là, ça fait 30 balais que je l'ai joué, ce scénario. Mais ça reste très intéressant et très amusant de faire un scénario, même si on l'a déjà joué, surtout quand les autres ne le connaissent pas. Oui, et puis je l'ai changé suffisamment, je pense pas que Voilà, c'est pas un scénario où tu aurais pu dire « Oh, je sais très bien, il faut faire ça, ça, il faut faire ça, ça, ça. » Oui, voilà. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Mais non, c'était très chouette. Moi, je trouve que ça commence à prendre corps, ce Shadows and Dragons. Ouais. Au début, c'était un peu expérimental, mais maintenant, ça l'est moins. Ouais. Et voilà, moi, je suis prêt à rejouer. Bon, bah, maintenant, c'est rendez-vous dans un an, parce que maintenant, c'est Rêve de gloire qui reprend. Oui. Et voilà. Retour de Bertha. Le retour de Bertha. Et à nouveau, on va essayer de découper le scénario pour faire des vidéos plus souvent. Je vais dire le truc qu'on ne dit jamais. Honnêtement, pour le moment, on a du... On fait tout ça pour le pognon. Très important, très important. Pendant Trolls et Légendes, il y a plein de gens, mais plein, qui sont venus voir pour dire « Oh ouais, Zone Geek, j'adorais, je regardais ça il y a 5 ans. C'est dommage que vous ne fassiez plus de vidéos. » Mais vraiment, beaucoup de gens. Hein. Alors, je suppose que si jamais vous voyez cette vidéo, c'est que vous suivez jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, soit ont été automatiquement désabonnés par YouTube, soit nos vidéos n'apparaissent plus dans leurs recommandations YouTube. À mon avis, c'est parce qu'on fait pas, on poste pas assez souvent. On n'est pas des bons influenceurs, hein, c'est pas le but. Mais en réalité, mettez la cloche pour être prévenu quand on sort une vidéo. De toute façon, honnêtement, la chaîne maintenant, on sort des vidéos pratiquement que pour les histoires au coin du D20. Mettez des pouces sur les vidéos parce que ça nous aide. Mettez des commentaires, s'il vous plaît. Même si c'est juste pour commenter mes photos de trous de balles sur mon Instagram. Exactement. Et vraiment, et sinon, parlez-en avec vos potes. L'histoire au coin des 20, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et en vrai. J'entends très souvent des gens dire qu'ils se retapent la playlist Histoire au coin du D20 depuis le début. Et moi-même, je le fais. C'est pas pour me vautrer dans ma propre gloriole, mais ça me fait plaisir et ça me fait marrer de revoir les balbutiements de cette chaîne. Et puis c'est surtout voir ma gueule. C'était il y a combien de temps? Il y a 12, 13, 14 ans? C'est vers 2011, 2012 qu'on a commencé, quelque chose comme ça. Et me dire que le temps ne fait pas de cadeaux. Mais non, voilà. Faites la pub à Histoire au coin du D20. Et vraiment, je suis désolé de jouer un petit peu la pute influenceur, là. Depuis quelques années, la chaîne, on perd des abonnés. On perd tout doucement des abonnés. Et donc, moi, j'aimerais bien ici inverser la tendance et j'aimerais bien qu'on regagne des abonnés. Donc, vraiment, sérieusement, faites les trucs habituels, commentaires, pouces, partage, s'il vous plaît. Aidez-nous à créer Histoire au coin du D20 Reborn. Exactement. Et cliquez sur tous ces petits boutons à la con. Exactement. Et puis voilà, de toute façon... Le Tipeee, hein, n'hésitez pas si vous avez les moyens. Sinon, c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est... Nous allons bientôt avoir les noms. Un petit plus pour nous. Et voilà, et puis on vous revient, oserais-je dire, bientôt. Oh, je pense bientôt. Alors, je ne sais pas si je vais en faire une vidéo, peut-être. Je vais en parler avec toi, mais pour le moment, je suis en train de... Ta gueule, c'est quantique. Oui, il y a ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais je suis en train d'étudier le système Daggerheart, qui a été créé donc, par l'équipe de Critical Role, donc le gros actuel play américain le plus connu au monde. Et je suis en train d'étudier le système et je ne dirais pas qu'on ne ferait pas une partie test pour en parler et vous dire qu'est-ce qu'on pense de Daggerheart. Moi, je suis tout à fait partant. Et j'ai préparé tout le matos. Je me suis acheté des D12 parce que c'est un système à D12. Ah. Et voilà. Eh bien, on a tout dit. On a tout dit. Eh bien, chers amis, on se retrouve, j'espère, très bientôt. On vous dit à bientôt. Et vivez bien, vivez avec passion.
Et à la prochaine. C'est trop.